Le monde selon Amazon, c'est le titre de l'ouvrage écrit par Benoît Berthelot, dans lequel il dessine le portrait d'un empire tentaculaire et hors de contrôle. Avec des millions de colis envoyés chaque semaine, Amazon se place comme le géant de l'e-commerce. Mais quel est alors le monde qui se cache derrière cet empire ? Alors, bonjour Samy. Bonjour Anna, bonjour Valérie Brûlant. Euh, Bonjour, bonjour à vous deux. Valérie, vous êtes présidente de l'association Attaque du Pays d'Aix. Pourriez-vous nous présenter l'association en quelques mots? Alors, Attaque Pays d'Aix est un des comités locaux. Il y en a à peu près 150 en France. Donc, Attaque est une association d'éducation populaire tournée vers l'action. Donc, l'objectif, c'est d'informer, de débattre, de proposer des alternatives. Ça, c'est toute la partie éducation populaire. Et de faire des actions, donc des actions de rue pour sensibiliser les citoyens, pour mettre la pression sur les élus ou la pression sur les multinationales et les banques qui sont nos cibles principales. Mais aussi, depuis 2015, face à l'urgence climatique, nous faisons aussi des actions de désobéissance civile pour dire il est temps de prendre les mesures qui soient à la hauteur des enjeux de cette crise climatique. Et aujourd'hui, Valérie, cette lutte de prendre de voir des enjeux autour de la crise climatique, les diriger vers Amazon. Vous mobilisiez beaucoup en ce moment autour d'Amazon, le phénomène Amazon, qui est le grand leader mondial. Oui, allez-y, pardon. Non. Oui. En fait, Amazon, en fait, on va dire, concentre un peu toutes les tares et tout ce qu'on combat. Hein. Alors donc sur le plan social, sur le plan fiscal. Hein, donc Amazon est un des grands évadés fiscaux. Donc et puis sur la question écologique, évidemment, avec un impact. Un impact sur le réchauffement climatique terrible, puisque c'est un des plus gros émetteurs de CO2. Voilà, parce que justement, c'était une question qu'on voulait vous poser. Pourquoi, en fait, le modèle Amazon, il n'est pas viable sur le plan environnemental? Justement, parce que en fait, le modèle d'Amazon, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait construire comme société, comme monde, comme système, pour aller vers la transition, une transition écologique qui est indispensable face au réchauffement climatique. Le monde d'Amazon, c'est exactement l'antithèse de ce qu'il faut faire. C'est la surconsommation, c'est pousser les gens à la surconsommation, alors qu'il faudrait aller vers la sobriété. Ce sont des produits, alors certes il y a des produits fabriqués par des PME locales, mais il y a beaucoup de produits importés de Chine ou du Bangladesh, enfin de très loin, qui sont amenés par avion, amenés dans des entrepôts. L'existence même de ces entrepôts, c'est une artificialisation de sols, de zones agricole, quoi. Donc, c'est une bétonisation des champs, en fait, on va dire. Et je ne parle pas des milliers, voire dizaines de milliers de livreurs individuels qui vont apporter devant chez vous le paquet que vous avez commandé la veille. Voilà, c'est une aberration totale, quoi. On a vu d'ailleurs, selon vos rapports, que Amazon avait émis plus d'émissions que le Portugal en 2018, mais que parallèlement, Amazon menait des actions, on va dire, pro-climat avec le greenwashing, on l'appelle comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le greenwashing que pratique Amazon? Alors, pas tellement plus que ce que vous venez de dire, hein, comme c'est soi-disant, ils utilisent des voitures. Alors, ils utilisent des voitures électriques, c'est formidable. Bon, déjà, est-ce que la voiture électrique est formidable? Oui, Ça reste à on peut se poser prouver. la question aussi. Et le greenwashing, ça aborde bien son nom. C'est je peins en vert pour cacher le côté catastrophique en matière environnementale. C'est juste un coup de peinture verte sur une pratique catastrophique. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin beaucoup de s'étendre sur une pub pour se faire, enfin, pour se rendre plus acceptable. C'est le système Amazon est inacceptable.
C'est vrai que vous avez évoqué cette peinture verte. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, cette peinture verte fonctionne? Et est-ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, hein, surtout à quelques jours du Black Friday, cette peinture, est-ce que vous pensez qu'elle risque de tromper plusieurs personnes, dont la jeunesse, les étudiants en particulier? Je crois pas que le greenwashing, ça soit quelque chose qui va tromper. D'ailleurs, bon, personne n'est dupe enfin, je pense pas, hein, sur ces affichages soi-disant écolos. Euh, c'est plus, moi, ce qui m'inquiète plus, où ils vont plus tenter d'appâter les gens, c'est en disant voilà, on fait marche, on crée des emplois. Euh, alors, ils créent certes des emplois, mais ils en détruisent 4,5 fois plus. Oui, C'est-à-dire que pour un emploi créé, c'est 4,5 qui sont détruits dans le petit commerce. Ils détruisent complètement, justement, c'est une telle concurrence par rapport aux petits commerces de proximité qu'ils vont complètement tuer les centres-villes, ils vont tuer les liens sociaux, ils vont tuer les liens humains, euh, mais tout en faisant croire que voilà, qu'ils créent de l'emploi, parce que c'est quand même ce qui importe le plus aux gens. Euh, voilà, donc c'est plus là-dessus, en faisant croire aussi qu'ils font travailler des petites PME locales, sauf que une fois qu'ils les ont pris dans leur filet, ces PME sont complètement pieds et poings liés, et ensuite ils leur mettent des contraintes de prix qui fait que c'est absolument pas vivable. Et sachant aussi que la TVA qui est payée par ces petites PME, en fait, n'est pas rendue par Amazon, qui va les mettre sur des comptes dans les paradis fiscaux. vos mots résonnent, en particulier avec ce contexte de confinement. On a pu entendre les petits commerces voilà, exprimer cette injustice. Vous avez aussi évoqué les emplois. On a vu la politique fiscale d'Amazon qui, d'après vos rapports, toujours dissimulerait 57% de leurs bénéfices en France, alors que justement ces petits commerces paieraient plein pot en fait ces taxes. C'est vrai que on peut parler Tout à d'un. fait. Alors en fait, c'est 57% de leur chiffre d'affaires qui est dissimulé dans les paradis fiscaux, donc. Et donc, c'est autant d'argent qui manque à l'État, aux caisses de l'État. Bon, c'est le cœur d'attaque, hein, l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, etc. Voilà, c'est pour ça que Amazon est une des entreprises particulièrement ciblées, parce que l'évasion fiscale représente 100 milliards d'euros par an en France de manque à gagner dans les caisses de l'État. Or, cet argent est utilisé pour financer les services publics. Et puis, on le voit en ce moment pour financer les conséquences de la crise, hein, tous les temps partiels, etc. Donc, voilà, c'est autant d'argent, c'est-à-dire que, et effectivement, le petit commerçant, lui, paye ses impôts comme tout le monde, et complètement en concurrence avec un géant qui lui, ne paye pas sa juste part d'impôts. C'est totalement scandaleux. Et ça, c'est vraiment, alors là, c'est vraiment un des aspects sur lesquels on est particulièrement sensible et énervé, on va dire. Vous avez réalisé une manifestation samedi avec aussi les commerçants justement de la ville d'Aix. Qu'est-ce que vous avez senti? Est-ce que c'était de la peur, c'était de la colère, c'était un sentiment d'injustice? Ah oui, alors là, les commerçants, alors en fait, on ne l'a pas organisé avec les commerçants. On avait, nous, le projet de faire une première matinée de sensibilisation contre Amazon en se promenant dans les marchés, dans les deux marchés d'Aix du centre-ville, donc avec des visuels pour comment dénoncer les méfaits d'Amazon. Et on a su que les commerçants de leur côté faisaient un rassemblement devant le palais de justice. Et on avait d'ailleurs déjà relayé la première manifestation qu'ils avaient fait le 5 novembre, pardon. Et donc, du coup, on s'est retrouvés, et c'est vrai que nous sommes deux entités qui ne se rencontrent pas d'habitude, hein, les commerçants de proximité et Attaque en tant que tels.
Et ce que j'expliquais, c'est que, en tant que militante d'attaque, je préfère quand même faire mes achats dans un petit commerce de proximité plutôt que de cliquer et d'avoir un salarié qui va mettre en boîte mon colis qui sera arrivé de Chine, qui va y passer la nuit, qui sera entassé dans des entrepôts. Il y a plus de 20 000 salariés d'Amazon qui ont attrapé le Covid. Et ensuite livré par une personne dont on peut connaître les conditions de travail si on a vu le film de Ken Loach, c'est Sorry We Missed You. Et donc effectivement on s'est rejoint là-dessus et on s'est aussi rejoint, je leur ai dit d'ailleurs que quand on lutte contre l'évasion fiscale, quand on mène des actions contre l'évasion fiscale, ce sont 67 millions de victimes en France de l'évasion fiscale, hein, y compris les commerçants qui, eux, payent leurs impôts. Donc, ils ont été d'accord là-dessus. Et c'était assez sympa de voir justement qu'on pouvait se retrouver sur ces sujets-là. Et eux, c'est entre le désespoir et la colère. Ils se sentent les abandonnés, mais complètement victimes et laissés pour compte de cette crise du Covid, en fait. Et c'est vraiment terrible, justement, de ne pas leur avoir, sachant que évidemment les règles sanitaires, tout est important, mais qu'on ouvre les supermarchés et pas les petits magasins où c'est plus facile de limiter le nombre de personnes à l'intérieur, de faire attention, de demander à chacun de se laver les mains au gel, etc. Pourquoi il y a une colère dingue, une incompréhension surtout, c'est une incompréhension totale. Si les petits commerces meurent, juste, je vais finir par ça sur ce point-là, on n'aura plus d'alternative. Donc c'est catastrophique. Est-ce que justement vous en proposez ou vous en voyez des alternatives aux géants Amazon? Quelle serait les ou la solution qu'il faudrait véhiculer? Alors en temps normal, disons, si on n'est pas en confinement, etc. Dans la mesure du possible, le lien humain est quand même préférable à un clic sur Internet. Même si c'est la tendance. Alors, je suis peut-être d'une génération où les 3/4 de ma vie, j'ai toujours fait comme ça, donc je sais que ça peut se faire facilement, d'aller chez son petit commerçant du coin et en fait, je crois que c'est le besoin, d'urgence. Il y a une espèce de demande d'urgence d'avoir tout de suite, dès le lendemain, la chose que l'on veut. Je trouve qu'on perd beaucoup à ne pas, comme j'expliquais, je disais, moi par exemple, parce que il y avait particulièrement la personne qui tient le magasin Culinarium, donc qui vend des ustensiles de cuisine, rue des Cordeliers, qui est à la tête de cette fronde des commerçants. Je lui dis, moi, je préfère aller chez lui, qui me conseille. Je sais que ça va être des objets qui sont pas faits en Chine. Lui va faire attention, justement, de privilégier des entreprises, alors européennes, c'est pas forcément fait en France, mais en Italie, c'est pas si loin que ça. Et telle entreprise qui fait attention de respecter un ensemble de choses, et je trouve ça vraiment plus important. Je pense qu'il faut prendre soin de nous et de la planète, et on prend soin de nous par des liens humains, quoi. Et pas d'être chacun derrière son écran et des quasi-esclaves, je dirais, qui viennent livrer, que ça soit de la nourriture ou des paquets, quoi. Je trouve ça absolument terrible. Et donc aller de préférence chez son petit commerçant du coin, mais après il y a peut-être il y a des endroits où c'est compliqué, c'est loin, où il n'y a pas l'objet dont on a besoin, et vraiment privilégier du coup des centrales d'achat locales et qui ont une éthique des objets et des choses qu'ils vendent, quoi. Au moins. Valérie, qu'est-ce que vous répondriez aux jeunes, aux étudiants qui pensent qu'acheter local, c'est plus cher? Est-ce que ce mythe est vrai ou pas selon vous? Acheter local, alors, est-ce que acheter local est plus cher? Alors, peut-être qu'il y a des choses locales qui sont plus chères,
je pense qu'il vaut mieux privilégier, par exemple, d'acheter quelque chose d'un peu plus cher, mais qui va durer plus longtemps, parce que de meilleure qualité, qui ne va pas se dézinguer en un mois ou un an. Peut-être réfléchir à acheter moins de choses, mais de qualité. Et de toute façon, parce que finalement c'est un cercle vicieux, on veut acheter moins cher. Alors c'est sûr, les étudiants ne travaillent pas, mais ce sont des gens qui vont travailler à terme, et qu'il vaut mieux du coup privilégier des emplois qui seront mieux payés localement. Et du coup, parce que en fait le problème, c'est le problème des salaires finalement. Et donc revaloriser les salaires, mais pour ça, du coup, il ne faut pas qu'il y ait une concurrence avec des salariés chinois ou du Bangladesh. Et tout est un cercle vicieux, enfin, ou un cercle vicieux ou un cercle vertueux. On va privilégier, alors certes en payant peut-être plus cher des objets qui sont faits localement par des gens mieux payés, mieux traités, etc. Et quand on devient soi-même salarié, voilà, ça entraîne une économie, enfin, il faut espérer du coup parce que sinon on rabaisse tout le monde, enfin on rabaisse tout et finalement le manque de moyens fait que on sent qu'on n'a plus le choix et qu'on va vers un cercle vicieux finalement. Après c'est vrai que pour les étudiants qui n'ont pas encore de salaire, voilà, moi il y a moyen aussi, on n'est pas obligé d'acheter du neuf. Il y a des tas de ressourceries, il y a des tas de, même tout ce qui est assez privilégié, les ordinateurs, les téléphones, etc. Il y a des tas de, moi j'ai vu des tas de magasins, même à Aix, qui revendent du recyclé en fait. Et ça c'est pas mal en fait. Moi-même j'ai un petit ordinateur portable d'occasion en fait. Il était hors de question. Pour moi bon, il se trouve que j'étais habituée à Apple, mais on cible Apple. Pour moi, c'est impensable d'aller acheter Apple neuf, c'est impossible, même d'entrer dans cet Apple Store, mais même. Mais par contre, un objet qui a déjà servi, qui a déjà été payé à Apple, bon voilà, là je paye la personne qui l'a vendu ou le magasin qui l'a racheté. Voilà, en plus, ça fait partie de l'économie circulaire et je pense que voilà, il faut privilégier, je pense, du coup, plutôt l'occasion, plutôt moins de qualité que plein de trucs de mauvaise qualité faits par des gens dans des conditions voilà, et puis qui viennent de loin quoi. Donc c'est voilà. ça. Finalement, on peut acheter local en achetant du recyclé ou des pièces, enfin pas des pièces remises sur le marché. Tout à fait, tout à fait. Ça fait vraiment partie des alternatives en fait. Il y a de plus en plus de ressourceries, quel que soit ce dont on a besoin. Et il y a aussi le partage aussi le partage. Bon, là c'est plus pour des objets. Alors peut-être que ça peut pas servir trop aux étudiants, mais bon, pourquoi acheter une scie électrique, enfin je dis n'importe quoi, un objet assez volumineux, on peut se le partager, si voilà, en disant voilà j'en ai un, je peux te le prêter. Enfin, il y a eu un petit fascicule qui a été fait par Alternativa il y a quelques années. C'était vraiment génial. À lire, ça faisait vraiment envie. C'est comment je me défais complètement de mes habitudes de consommation, de où j'ai ma vie un peu stressante, qui manque de liens et tout. Et c'était Alternativez-vous, je crois. Et c'était vraiment sympa à lire parce que c'était Madame Tout le Monde, Monsieur Tout le Monde, l'histoire d'une factrice et qui n'en peut plus, qui est dans une espèce de mal-être et puis finalement elle rencontre des gens qui lui montrent qu'il y a d'autres manières de consommer, d'autres manières même de vivre en fait et qui créent du lien en plus. Et ce qui est beaucoup plus riche finalement que de l'accumulation de biens. Bon, même si je sais que les étudiants n'ont pas les moyens d'accumuler du bien ou du matériel, mais c'est vraiment ça. La richesse, c'est vraiment là-dedans. C'est faire attention à soi, faire attention aux autres, surtout, faire attention à la planète. Et ça fait vraiment du bien.
Et cette autre manière de consommer, nous, on le sent qu'il y a quand même une prise de conscience au niveau des jeunes. Euh, j'ai l'impression, du moins, on est quand même sensibilisé à tout ça. Et d'ailleurs, on voit aussi sur les groupes étudiants, il y a des groupes étudiants par ville. Et des fois, il y a des formes de troc qui sont proposées, en fait, pour voilà, favoriser l'entraide et, et échanger des biens, mais que ça passe par le troc. Et c'est un modèle qu'on oublie complètement parce que maintenant, on achète tout et puis ensuite on jette. C'est ça. Mais faut pas oublier que c'était avant qu'il y ait de l'argent, qu'il y ait de la monnaie pour solder les changes, ça se faisait sous forme de troc. Alors est-ce que ça pourrait être généralisé? Je sais pas, je ne suis pas experte, mais c'est vrai que c'est une forme d'échange qui est intéressant aussi à exploiter et qui est possible euh, pour créer un réseau et qui favorise l'entraide et le lien. Ah, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une association qui existe depuis longtemps, qui s'appelle le CEL, je crois. Alors, je sais plus le C, mais c'est d'échanges locaux. Je crois que c'est d'échanges locaux. Et donc, c'est vraiment dans cette idée-là. Mais c'est même, on peut échanger pas que du matériel. Par exemple, une coiffeuse va faire une coupe, et puis en échange, la personne va lui donner euh, un outil ou quelque chose. Enfin voilà, les Le gens échangent leurs service. compétences ou ce qu'ils ont. Et voilà, après, bon, tout ne peut pas être misé là-dessus, mais ça peut être une alternative en tout cas, enfin quelque chose qui peut se faire. Et les étudiants, moi je sais, enfin, donc Attaque existe depuis, Attaque Pays d'Aix en tout cas existe depuis plus de 20 ans, enfin 20 ans, un peu plus. Et il y a eu un moment, on était en relation avec un syndicat étudiant de la fac de lettres qui s'appelait Fac Verte. Et on faisait beaucoup de choses avec eux. Et alors, je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'était vraiment des étudiants qui étaient syndiqués dans une optique écologiste. Vraiment, et c'était vraiment une préoccupation. Et ils faisaient des actions sur Aix. Voilà, on a vu aussi des lycéens, par exemple, avec les marches pour le climat, la Youth for Climate, avec qui aussi on a partagé des choses, puisqu'on les a soutenus dans leurs marches, on les a aidés logistiquement, etc. Et qui allaient faire, alors je me souviens plus comment ça s'appelle, mais d'aller nettoyer les rues, des mégots, etc. Donc Les un clean début. walk. Voilà, c'est ça. Mm. Alors bon, c'est un petit truc, mais déjà voilà, je pense que d'être dans l'action, de physiquement faire une action, c'est déjà une prise de conscience qui après ouvre à tous les champs possibles pour avoir vraiment un comportement et une vie, mais qui se fait naturellement après beaucoup plus justement dans le respect de la planète, des ressources, etc. Et finalement, c'est pas si désagréable que ça, quoi. Même au contraire, ça crée du lien en plus, voilà, quand on va Ouais. ensemble. Mais voilà, on en revient toujours bien. C'est sûr. Et en tout cas, cette prise de conscience, comme vous l'avez dit, on a l'impression qu'elle ne veut pas vraiment avoir lieu sans cette information. Et finalement, j'étais en train de me demander si l'information n'était pas la clé euh, de tout ce déclic qu'on pourrait avoir. On évoquait tout à l'heure euh, la précarité des jeunes, des étudiants. Mais finalement, après cet échange qu'on a eu, je ne suis pas sûr de parier sur le fait qu'un étudiant achèterait sur Amazon en sachant que ça va supprimer 4 emplois, qu'il y a une évasion fiscale énorme à la suite, surtout qu'en ce moment, on parle d'avenir très incertain pour nous, les jeunes. Donc Mm. finalement, avoir cet échange avec vous, ça nous montre que il faut discuter, il faut informer sur les dangers de multinationales comme Amazon qui n'hésitent pas justement à camoufler en fait tout cet engrenage qui ne respecterait pas le développement durable, mais également les conditions des salariés, qu'elles soient dans des pays comme le Bangladesh, la Chine ou même en France, puisque le rapport a montré aussi votre rapport a montré pardon, que les conditions d'emploi en France étaient aussi à remettre en question. Mais elles sont catastrophiques. Justement, enfin donc dans les organisations
qui mène ces mobilisations contre Amazon. Bon, évidemment, il y a Attaque, il y a les Amis de la Terre, il y a ANV COP21, il y a Extinction Rébellion, il y a aussi les Gilets jaunes. Il y a un an, donc, on bloquait l'entrepôt d'Amazon à Montélimar, il y avait beaucoup de Gilets jaunes. Et puis, il y a les syndicats, particulièrement le syndicat Sud Solidaire, qui est vent debout sur les conditions de travail des salariés qui sont fliqués, mais c'est honteux, quoi, et qui sont des emplois précaires, qui sont et puis des conditions de travail catastrophiques. Et en plus, quand même, parce qu'il faut le savoir, c'est que l'objectif de Bezos, c'est de remplacer tous ses salariés par des robots à terme. Hein. Donc, dans 10 ans, lui, il veut des hangars automatisés. Donc, même les emplois qu'il crée actuellement, lui, il veut des robots. Et là, je viens de lire, il y a une des copines du conseil d'administration, là, une jeune qui vient de nous envoyer enfin, c'est pas un rapport, c'est un message, alors un article, j'ai juste eu le temps de le lire, donc où en fait Amazon fait appel à une agence d'espionnage aux États-Unis, enfin américaine, extrêmement pointue, pour enquêter, surveiller tout ce qui se passe comme mouvement social, quel salarié a distribué un tract, à quelle heure, dans quel entrepôt. Enfin, c'est un truc de malade. Ils sont en train de surveiller tous les mouvements écologistes comme le nôtre, qui justement mènent des actions contre Amazon, et ils font carrément appel à une grosse agence d'espionnage américaine pour ça. Et alors bon, nous par rapport à eux, bon, voilà. Mais les salariés sont espionnés, le droit syndical est complètement bafoué, et donc oui, c'est les conditions de travail, non mais c'est une catastrophe. Enfin, il y a eu un article l'année dernière dans la Marseillaise qui montre très bien justement l'entrepôt de Bouc-Bel-Air, qui est un entrepôt du dernier kilomètre, hein, et avec un salarié qui expliquait comment ça se passait, mais c'est intenable, quoi, c'est intenable. Et je ne parle pas, il faut vraiment, enfin je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film de Ken Loach, donc Sorry We Missed You, sur les livreurs, ça se passe en Angleterre. Alors Amazon n'est pas cité, mais on comprend bien qu'il s'agit de ça. Mais c'est l'enfer, quoi. Enfin, on tombe dans un trou, dans un gouffre horrible, et on n'en ressort pas, quoi. Hein. Donc c'est vraiment et juste pour revenir sur la question de l'information, c'est vraiment un des objectifs. Enfin, c'est un des piliers d'Attaque, c'est d'informer, parce que c'est difficile de se battre sans l'information. Si on ne sait pas pourquoi, ça frise la manipulation, on va dire. C'est vraiment important pour nous que les gens comprennent pourquoi ils vont faire telle action contre telle entreprise, etc. Et nous, on fait toujours ça, c'est-à-dire que quelle que soit l'action qu'on fait, on a toujours des argumentaires, un dossier qu'on envoie aux gens en disant voilà, que vous ayez bien les argumentaires, que vous sachiez pourquoi vous faites ça. Et aussi, on veut aussi contrer l'information, on va dire, mainstream, quoi. Hein, on ne sent pas un gros... enfin, voilà, on est obligé aussi, nous, de faire ces informations-là, parce qu'on ne peut pas dire que les médias dominants soient très enclins à faire ce genre d'informations aussi poussées, même s'il y a des émissions. Enfin, si on prend France Inter, ça va, il y a des émissions qui critiquent, mais bon, et on a surtout de plus en plus d'émissions sur des chaînes privées qui abrutissent les gens en misant sur je sais pas, enfin, il y a des tas d'émissions vraiment pathétiques, quoi, de télé-réalité qui... Bien sûr, mais voilà, après, globalement, en fait, voilà. Et c'est important, et c'est pour ça l'information, la formation, l'éducation, c'est pour ça que c'est aussi important, c'est que ça permet d'être citoyen ou citoyenne libre, conscient, et du coup surtout conscient de ce qui se passe, conscient des choses, et d'avoir des billes pour pouvoir lutter contre, quoi. C'est sûr. Mais d'ailleurs, en parlant d'Amazon, on le voit dans les médias, peut être évoqué. Voilà,
on a pu dire hein, qu'ils étaient un leader, qu'ils explosent les ventes depuis le confinement. Ça s'arrête souvent à ça. Et en fait, on se rend pas compte qu'il y a tout un monde derrière et tout un monde que vous avez décrit, hein, qui est déconnecté finalement de la réalité. Avec justement ce chemin vers l'inhumanité, en fait. C'est un peu ça. Si on transforme les humains par les robots, on bascule dans une autre dimension, là. Tout à fait. Et surtout, l'objectif de Jeff Bezos, en fait, c'est d'accumuler de l'argent. Enfin, c'est d'avoir un pouvoir illimité, en fait. Hein. C'est un peu le propre, justement, du capitalisme, en fait. Hein. C'est de permettre à une minorité de s'accaparer toutes les richesses. C'est sans limite. Et pour lui, toute considération sociale, environnementale, mais ça passe à la trappe complète. Enfin, ce n'est pas son problème. Lui, ce qu'il veut, c'est amasser des richesses. Enfin, il y a une espèce de truc comme ça. C'est vraiment ce système de domination qu'il y a dans ce système économique, en fait. Hein, c'est de vouloir dominer et de prendre comme avant, on avait Napoléon qui partait conquérir les territoires. Enfin, les gens, c'était des territoires. Et maintenant, c'est au niveau économique. Et c'est sans limite, sans limite. Et c'est catastrophique pour, lui, c'est sa seule préoccupation. Et je pense que ça devrait être beaucoup plus. Alors, il y a Arte, hein, qui avait, alors je sais plus si c'était Arte ou l'Arte 3, mais en tout cas, Le Monde selon Amazon est aussi un documentaire qui est passé et qu'on peut peut-être trouver sur Internet et qui est vraiment indispensable. Et il faut vraiment, vraiment, justement, faire passer toutes ces informations, quelles qu'elles soient, par des petites vidéos, pour faire prendre conscience aux gens quand vous cliquez Amazon, vous êtes complice de ça quand même. Hein. Enfin, à un moment donné, on est des êtres humains, responsables. Justement, c'est pour ça que l'information est importante. Savoir en pleine conscience que quand j'achète Amazon, je sais ce que je cautionne, en fait. C'est-à-dire que j'accepte ce système-là. Il y a vraiment une forme de résistance qu'il est possible de faire facilement, simplement, par l'achat que l'on fait, de résistance et de construire un autre monde simplement par les achats que l'on fait. Valérie, est-ce que pour conclure, est-ce que vous avez un message à adresser à tous les gens qui nous écouteront? On sait qu'en majorité, ce sera des étudiants ou des jeunes en général. Moi, je dirais que ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de s'informer de ce qu'est Amazon, du monde toxique qu'il nous propose, dont tout le monde subira les conséquences, et en particulièrement les jeunes, puisque c'est leur avenir, qui sera contraint et qui sera impacté, et que il faut bien savoir que chacun a le pouvoir d'agir. Et ça, c'est très important. Chacun a le pouvoir d'agir. Et après, ça fait tache d'huile. Après, on en parle à son copain, à sa copine, à son cousin, etc. On dit voilà. Et ça peut faire tache d'huile. Et moi, il y a une phrase que j'adore, je crois qui vient d'Alternativa, c'est « Ensemble, nous sommes une force immense ». Ensemble, nous sommes une force immense. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut finir sur ça, parce que c'est une phase très, très positive. Tout à fait. Merci Valérie d'avoir répondu à nos questions et merci d'avoir participé au premier podcast de l'édition numéro 4 d'Eco Campus 2020. 100% online. Et j'invite à aller sur le site Stop Amazon où il y a vraiment toutes les informations. Il y a du fond, il y a tout ce qu'on peut faire comme action, les alternatives. Voilà, pour en savoir plus, allez sur le site Stop Amazon. On partagera. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'était un plaisir.